Je vais commencer tout de suite en remerciant à tout le monde d'être là ce soir, hein. Bonsoir à tous, et merci d'être là. Alors je suis très content d'ouvrir, ce cycle qu'on prépare déjà depuis un petit temps avec, Exploring Economics, Rethinking Economics et l'Institut Veblen. Nous sommes donc 3 organisations qui militons pour, repenser l'économie et on pense qu'effectivement la situation actuelle, la crise actuelle est un moment critique qui ouvre de nouvelles perspectives de changement et que donc c'est le moment de discuter de tout ça. Nous avons donc pensé ce cycle en 3 parties. Ce soir, on va parler de la sécurité sociale, hein, dans 3 parties sur 3 thèmes différents. Et puis, en fait, on va avoir 2 autres conférences débats, l'une sur la finance et l'autre sur l'écologie. Donc, je vous invite à suivre nos pages pour un peu suivre tout ça et être au courant des prochains événements. Alors, on a choisi de commencer par la sécurité sociale parce que celle-ci a vraiment montré son rôle crucial en tant que stabilisateur pendant cette crise, notamment par le financement des soins de santé, du chômage, etc. Mais elle a aussi pu montrer ses limites et ses imperfections. Alors, ça pose évidemment une grosse question. Est-ce que, après cette crise, en prenant en compte qu'il y a potentiellement une récession qui se prépare, il y a aussi une augmentation des dettes qui sera liée à la crise et aussi à la récession. Voilà, est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration de cette sécurité sociale finalement? Et à ce propos, il y a encore aujourd'hui Olivier Véran, qui est le ministre français de la Santé, qui a annoncé un élargissement de la sécurité sociale. Donc est-ce qu'on peut être plutôt optimiste à ce niveau-là? Ou bien est-ce qu'on risque au contraire de voir une diminution de ces financements et surtout comment est-ce qu'on peut essayer de faire pencher la balance de l'un ou de l'autre côté? Alors pour répondre à ces questions, nous avons invité 4 intervenants qui vont pouvoir, chacun à leur tour, exprimer leur avis sur le sujet, à partir de leur, expertise propre. Pendant leurs interventions et donc pendant toute la durée de ce chat, de ce live, pardon, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et à la fin du live, donc on va sélectionner quelques questions et on les posera en direct aux intervenants, à la fin. Enfin après en tout cas, les différentes interventions. Et donc ce soir pour parler de tout ça, nous accueillons avec, grand plaisir, Bernard Friot, qui est donc, économiste et sociologue. Il est aussi cofondateur du Réseau Salariat. Bonsoir Bernard. Nous accueillons aussi Michael Bonsoir. Zemmour, qui est maître de conférences en économie à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Nous accueillons Faiza Irache, qui est membre du collectif de soignantes et de soignants, La Santé en lutte. Bonsoir Faiza. Et également Pierre-Yves Chanu, qui est économiste et conseiller confédéral de la CGT. Bonsoir. Bernard Friot, en quoi est-ce que vous trouvez que cette crise du Covid-19 était un moment critique finalement, que ce soit pour la lutte ou pour de nouveaux changements par rapport à la sécurité sociale? Effectivement, comme vous l'avez anticipé très justement, tout à fait d'accord sur la nécessité de se mobiliser, hein. La sécurité sociale, c'est un conquis. En tout cas, s'agissant de la France, dans la mutation qu'elle connaît en 1946. Parce que au cours de la première moitié du XXe siècle, la sécurité sociale a été construite, hein. Elle existe entièrement en 1945. Il y a plus de 1000 caisses, il y a 70 000 salariés dans les caisses de sécu. Enfin, c'est une institution assez pléthorique, sauf qu'elle est globalement d'initiative patronale et qu'il va y avoir une subversion liée à une forte mobilisation populaire au lendemain de la guerre en 1946 avec la création du régime général. Et le régime général se crée comme l'unité d'un régime qui jusqu'ici était dispersé. Encore une fois, il y avait plus de 1000 caisses par branche, par type de risque, etc., par entreprise. Unification du régime et puis surtout gestion de ce régime par les travailleurs eux-mêmes. Alors pas totalement, l'État garde la maîtrise du taux de cotisation par exemple, mais pendant 20 ans, de 47 à 67, ce sont des travailleurs élus qui ont la majorité dans les caisses, dans les conseils d'administration. Pierre-Yves Chanu peut en témoigner pour la CGT, bien sûr. Et cette gestion par les travailleurs va être particulièrement
mobilisatrice, hein, parce que quand vous gérez l'équivalent du budget de l'État, en tant que travailleur, vous êtes mobilisé. Hein, c'est très important pour le soutien à l'institution que les travailleurs y aient des responsabilités majeures. Et puis, vous avez une hausse du taux. Hein, le taux de cotisation double entre 45 à la fin des années 70. On passe de 28 à 65% du salaire brut. C'est donc tout à fait considérable comme progression. De fait, toutes les réformes entreprises depuis 40 ans vont à la fois s'attaquer à la gestion par les travailleurs eux-mêmes. Hein, il s'agit d'en finir avec cette gestion. Alors, sous couvert de paritarisme, et paritarisme, ça veut dire patronal, puisque, et on le sait en Belgique comme en France, hein, il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons et au bout du compte, ce sont les patrons qui décident quand il y a paritarisme, quand il y a interlocution sociale, comme on dit en Belgique. En réalité, ça veut dire patronale. Hein. Seule la gestion par les seuls travailleurs, telle que nous l'avons connue partiellement pendant 20 ans en France, est novatrice. C'est pour ça qu'elle va être l'objet d'une telle haine de classe et d'une telle détermination à en finir. Comment? Par l'État. Hein. L'État est au service du capital. C'est par une étatisation du dispositif que ça va se faire. Alors que la Sécu, dans son régime général tel qu'il se construit contre la Sécu patronale de la première moitié du XXe siècle, c'est les travailleurs sans l'État et sans le patronat. Hein. Et il faut revenir à ça, bien sûr. Hein. La sécurité sociale doit être gérée sans État et sans patronat. C'est-à-dire que nous avons besoin qu'il y ait de très grandes institutions publiques. Hein, et je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut une sécurité sociale publique, mais cette institution publique ne veut pas dire étatique. Je crois que cette fois-ci, tout le monde a fait l'expérience que étatique, ça veut dire antipopulaire. Et même maintenant, avec un usage fasciste de la police, etc. Nous avons un capitalisme aux abois qui se retranche derrière un État de plus en plus autoritaire et attendre qu'une fonction collective publique soit assumée par l'État est une grave erreur. Nous devons l'assurer nous-mêmes et c'est je crois que la prise de conscience liée au Covid de ce point de vue-là est très importante. Et puis, il faut évidemment revenir à la hausse du taux parce qu'il a doublé de 45 à la fin des années 70, mais depuis, il n'a pas bougé du tout. On est toujours à 66% du salaire brut, avec une partie fiscalisée en plus, avec la CSG, s'agissant de la France. Et donc, et puis, dans cette cotisation qui n'a pas bougé, une part croissante du second pilier, une part croissante des régimes complémentaires, dans une logique capitaliste et pas du tout dans une logique anticapitaliste telle que nous avons su le mettre en place aussi bien en Belgique qu'en France au cours dans les années 40, 50, 60. Et donc, la nécessité d'une hausse massive du taux de cotisation s'impose. On l'a bien vu avec des hôpitaux exsangues, on l'a bien vu avec des régimes de pension qui vont en s'amenuisant dans les droits offerts aux travailleurs, avec du chômage qui indemnise de moins en moins. Il faut augmenter massivement le taux de cotisation et puis il faut revenir à l'unité d'un dispositif qui s'est à nouveau découpé, qui était multiforme et illisible en 1945, qui a été unifié en 1946 et qu'il faut réunifier à nouveau avec une comptabilité qui soit celle de l'ensemble des régimes et non pas des comptabilités de branches telles que les ordonnances de 67 chez nous l'ont imposé, avec une unité donc du budget, avec l'unifier également en supprimant le second pilier. Le second pilier doit être supprimé. Le second pilier est une fausse sécurité sociale qu'il faut dénoncer. Et donc augmenter massivement le premier pilier comme cœur d'un dispositif unifié et géré par les travailleurs
Et puis, nous pouvons aller à l'offensive, hein. J'espère que le débat sera l'occasion de le mettre en avant, hein. Le régime général de sécurité sociale a été capable, dans les années 60, de mettre en place une sécurité sociale du soin extrêmement performante, sans appel massif au marché des capitaux, parce que la hausse de toute cotisation a permis de subventionner l'investissement hospitalier, et qui du coup est une propriété publique, et d'autre part, avec des personnels qui sont libérés du marché du travail parce que fonctionnaires, s'ils sont à l'hôpital, ou conventionnés, là, libérés du marché des biens et services, s'ils sont libéraux pour la médecine de ville, pour les soins de ville. Et donc, ce que nous avons fait là en matière de soins, mais nous pouvons le faire en matière d'alimentation, nous pouvons le faire en matière de transport, en matière de logement, en matière d'énergie, en matière de culture. Nous pouvons multiplier les sécurités sociales. C'est ça qui va redonner une dynamique à une institution qui a montré sa force, puisqu'elle existe toujours dans la forme que lui ont donnée la CGT et les communistes en 1946. Même si elle a été très, très attaquée, bien, il s'agit maintenant de lui redonner une dynamique dans ce que j'ai dit, hein, gestion par les travailleurs, unité, etc., mais hausse du taux, mais surtout en l'étendant à bien d'autres productions, hein. Il n'y a pas que le soin, il n'y a pas que la santé qui peuvent être en sécurité sociale, bien d'autres productions. Et il faut aussi affirmer, je conclus là-dessus, il faut affirmer que la Sécu, c'est du salaire. C'est du salaire qui va à des gens qui n'ont pas d'emploi, puisqu'ils sont retraités, puisqu'ils sont en arrêt de maladie, puisqu'ils sont chômeurs, puisqu'ils sont parents, enfin, etc., etc. C'est pas au titre de l'emploi qu'ils ont un salaire, c'est un salaire qui est lié à la personne même du travailleur. Et là, c'est ce que justement le second pilier veut absolument détruire, hein, en disant mais non, vous avez droit à des ressources, mais au prorata de vos cotisations. Et puis, qui y faisait allusion d'ailleurs, pour ceux qui n'auront pas assez de différés de cotisations, il y aura un revenu de base fiscalisé. Ça, c'est les deux outils de la guerre du capital contre le droit au salaire lié à la personne. Il s'agit que nous allions donc, nous retrouvions la dynamique de 46, et des années qui ont suivi, régime unifié géré par les travailleurs eux-mêmes, et multiplication des dispositifs de sécurité sociale dans des tas de productions, et deux, salaire attribué à la personne, salaire continué, quel que soit le rapport à l'emploi. Ah, merci Bernard Friot. Alors, je rappelle simplement aussi que vous n'hésitez pas à intervenir aussi dans le chat, à poser vos questions, puisqu'on les posera après que chaque intervenant ait pu donner sa parole. Donc, suite à l'intervention de Friot, je propose de donner la parole à Michael Zemmour. Alors, Michael Zemmour, je pense qu'on peut peut-être dire que vous êtes d'accord avec Bernard Friot dans son analyse, en tout cas pour une part, dans une certaine partie de son analyse de la sécurité sociale, notamment lorsque vous dites finalement que la baisse du budget de la sécurité sociale n'est pas un problème économique, mais bien un choix politique finalement. Vous affirmez aussi que la sécurité sociale a joué un rôle crucial en tant que stabilisateur de la sécurité sociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi pourquoi l'augmentation de la dette à la suite de la crise du Covid-19 ne signifie pas forcément une diminution du budget de la sécurité sociale? Et alors peut-être au niveau de, pour aussi un peu rebondir sur les propos de Bernard Friot, est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec cette idée que soulève Bernard Friot, qu'il faudrait effectivement redonner la gestion de la sécurité sociale aux travailleurs? Ok, donc tout ça en 10 minutes. Ouais, ça fait Bonjour à toutes et tous. Merci d'abord de votre invitation. Et pour prendre la première question, est-ce que je suis d'accord avec Bernard Friot? C'est plus compliqué que ça. Bernard, ça a été mon prof à la fac. Je l'ai beaucoup écouté ensuite quand j'étais syndicaliste étudiant. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il n'est sincèrement pas possible de penser les questions de sécurité sociale sans mobiliser la grammaire qu'il a construite.
et les analyses qu'il a construites, et notamment en pensant la sécurité sociale comme salaire. Après, est-ce que je suis d'accord avec tout? Non, j'essaierai de cristalliser un point de débat ou de désaccord à la fin de l'intervention, mais peut-être et sans doute surtout qu'on ne se pose pas les questions au même niveau et de la même manière. Donc, pour un premier temps, et pour revenir aux questions que j'avais préparées, qui sont celles que vous m'aviez adressées, il y a cette question de, en gros, est-ce qu'on a les moyens, la dette, etc. Et puis, est-ce que la crise, c'est la victoire de la Sécu? Je pense que ça a été dit, la crise qu'on a vécue, c'est une démonstration éclatante de la socialisation, c'est-à-dire du pouvoir de la démarchandisation. C'est-à-dire qu'il y a une offensive qui est menée en France de longue date, mais notamment de Sarkozy, de Macron, avec toutes les idées de travailler plus pour gagner plus et de faire de plus en plus place au marché comme justification du revenu. En gros, c'est toute la bataille, on va vous donner plus de salaire net et moins de sécu. On va désocialiser le revenu. Et pendant la crise, il a été manifeste que la socialisation était une technologie extrêmement puissante pour se prémunir notamment des soubresauts du capitalisme. Et donc, dans la socialisation, il y a manifestement la socialisation de la santé, on l'a vu, et on peut voir par contraste ce que c'est une santé qui n'est pas socialisée aux États-Unis. Et puis, il y a la socialisation du revenu, et on a eu tout le débat pendant les retraites, mais c'est la plus grosse partie, mais également le chômage, et même le chômage partiel, c'est quand même une très forte socialisation du revenu, c'est-à-dire qu'avec toutes les réserves qu'on peut avoir, pendant 2 mois, on a débranché les revenus des salariés du marché, complètement, et de l'activité économique. Donc, de ce point de vue-là, on voit la force de la socialisation et ça, effectivement, ça change peut-être un petit peu la perspective qu'on peut avoir sur ces enjeux-là. Et par rapport à l'avenir, et quand Bernard Friot disait qu'il faut augmenter le taux de cotisation, alors, ce n'est pas spécifique à la crise qu'on vit, mais ça fait quand même plusieurs années qu'on nous dit que les défis de notre société, c'est la question du vieillissement, de l'éducation, de la santé, de la dépendance, de l'environnement. Autant de sujets sur lesquels on a quand même du mal à croire que le marché fera mieux que la socialisation. Et donc, je trouve que la crise, à la fois, elle démontre des propriétés de la socialisation, et en même temps, on a l'impression que les défis auxquels socialement on va avoir à faire face justifie qu'on continue à faire appel à la socialisation, et d'autant plus, et notamment par l'augmentation du taux de cotisation. Point 1. Point 2, la dette. Alors en fait, il y a 2 façons d'aborder la dette. La dette, elle nous a sauvés, ou la dette ou le déficit public, il nous a sauvés macroéconomiquement parce qu'à l'échelle des États, faire du déficit immédiat, c'était une autre façon complémentaire avec la socialisation de débrancher les revenus du fonctionnement du marché. C'est-à-dire que le marché est tombé en panne, où on a débranché volontairement le marché, et l'État a distribué du revenu en s'endettant, en se substituant au marché. Donc la dette, c'était une solution, et ça va continuer à l'être dans les années à venir, notamment parce que le fonctionnement de l'économie, il n'y a pas de retour à la normale envisagé à court terme. Bon. Et donc la dette en elle-même, elle n'est pas un problème. Par contre, elle va être, et on voit les débats entre économistes, un enjeu distributif, parce que la dette, on la doit à quelqu'un, y compris avec des intérêts. Donc il y a des gens qui la possèdent. Et puis elle va être un enjeu de pouvoir. Est-ce que la dette est détenue par la Banque centrale? À qui on emprunte? Qu'exigent les gens auprès de qui on emprunte? Donc ça va être un enjeu à moyen terme. Mais là, on parle de la dette de l'État. Il y a une deuxième partie de l'endettement qui est un peu plus problématique, qui est la dette. Alors, je parle de la France en particulier, je ne sais pas comment c'est géré, notamment en Belgique, qui est la dette qu'on fait supporter à la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'une stratégie qui est maintenant très bien repérée en sciences sociales pour faire reculer la socialisation, pour faire reculer le niveau à la fois de répartition du revenu et de production socialisée, qui sont les 2 pans de la sécurité sociale. Une stratégie bien connue, c'est ce qu'on appelle la politique des caisses vides. C'est-à-dire on crée un déficit, on crée le trou de la Sécu, et ce déficit et toutes les réformes en fait, de baisse des dépenses sociales
ou alors de moindre hausse. On a des besoins qui augmentent, mais on ne va pas suivre par une augmentation des dépenses. On a plus de vieux, on a plus de dépenses de santé, mais on ne finance pas assez. Et on justifie ça par le fait de sauver les comptes de la Sécu. D'accord ? Là, il y a un enjeu qui est devant nous ces jours-ci et qui se propage, c'est que, pour faire simple, le gouvernement envisage de faire porter aux comptes sociaux, la sécurité sociale et l'assurance chômage, une énorme partie de la dette qui s'est constituée à l'occasion de la crise. Et il envisage de lui faire porter, et il y a une question qui se pose, c'est que quand les comptes sociaux portent une dette, on exige d'eux un remboursement rapide, en gros en 10 ans. Et donc, la dette qui s'est constituée, qui a été constituée par l'État, qui est un élément de gestion macroéconomique, qui s'est constitué dans tous les pays du monde, et pour des raisons exceptionnelles qu'on peut avoir avec le fonctionnement des assurances sociales, si on les loge aujourd'hui dans les caisses des assurances sociales, ça veut dire que pour les 10 ou 15 prochaines années, on va dépenser une grosse partie des recettes sociales, les cotisations, la CSG, la CRDS, à rembourser cette dette plutôt qu'à faire face aux besoins sociaux. Donc là, il y a un enjeu parce que cette dette, elle peut devenir un fardeau pour la Sécu alors qu'elle n'est pas un problème économique. D'accord ? Dernier élément, vous me dites si je fais trop long, est-ce qu'il y a un enjeu de soutenabilité économique quand même qui va se poser aux assurances sociales et qui va dépendre en gros du retour de la croissance. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout exclu que nos sociétés soient durablement appauvries par la crise qu'on est en train de vivre. Appauvries au sens baisse durable du PIB ou non-retour de la croissance. Et dans ce cadre-là, d'un point de vue strictement comptable, normalement, l'assurance sociale, il y a des cotisations qui rentrent à un taux donné et il y a des dépenses qui sortent. Si le revenu baisse durablement, il va y avoir un déséquilibre qui va se créer. Non seulement parce qu'on a des besoins qui augmentent, mais en plus parce que le revenu aura diminué. Et donc, si dans les 5 ou 10 ans qui viennent, nos sociétés sont durablement appauvries, la question de l'augmentation du taux de cotisation, la question de l'augmentation de la socialisation va se poser pour 2 raisons à la fois l'augmentation des besoins sociaux dont je parlais tout à l'heure, mais aussi par le fait que si on n'augmente pas le taux de cotisation, les recettes sociales vont diminuer et ça sera une justification pour baisser le niveau des dépenses sociales. Donc, il y a bien une question de la soutenabilité de la sécurité sociale qui va se poser, un peu comme elle se posait déjà à l'assurance chômage juste avant la crise, dans les 10 ou 15 années qui viennent, mais ce n'est pas tellement une question de la dette. Encore une fois, c'est la question de quelle est la part de notre production et du revenu qu'on choisit de socialiser. Et si le revenu baisse et qu'on veut garder le même niveau de dépenses sociales et le même niveau de revenus socialisés, alors il faudra augmenter la part socialisée de ce revenu qui aura baissé. On va pouvoir passer à l'intervenante suivante, donc Faiza Irache. Vous êtes donc membre des soignantes et des soignants qui sont en lutte, donc du collectif La Santé en lutte. Et alors, avec peut-être l'intervention de Michael Zemmour, on voit qu'il y a déjà des choses qui se mettent en place et qui risquent d'amener un déséquilibre encore plus grand de la sécurité sociale. Est-ce que vous, qui êtes un peu les héros de cette crise, mais qui est aussi peut-être ceux qui subissent le plus la crise au quotidien avec la pression budgétaire, etc. Est-ce que vous avez peur pour l'avenir finalement au-delà du financement, d'ailleurs, vous avez aussi d'autres revendications, comme une sortie de la logique d'acte à la chaîne et un retour à une prise en charge des patients dans leur globalité. Et donc, la question, c'est aussi un peu comment est-ce que vous organisez votre lutte et comment est-ce que vous pensez qu'on peut sortir de cette tendance à faire primer finalement les chiffres sur l'humain. Voilà, quels sont un peu les moyens que vous proposez avec La Santé en lutte? Donc, en fait, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Oui. Donc, en fait, le collectif La Santé en lutte est né il y a un tout petit peu moins d'1 an, donc bien avant tout ce qu'on a connu avec cette crise qu'on appelle la crise Corona, avec comme revendication, effectivement, non pas seulement des revendications strictement salariales et corporatistes, mais vraiment des revendications qui concernent l'amélioration des soins de santé. Et d'ailleurs, ce collectif est effectivement composé de soignants et de soignantes, mais pas que. Il est aussi ouvert aux usagers et aux usagères de santé.
considérant que la santé n'est pas le problème des soignants. La santé, c'est un problème qui concerne l'ensemble de la population. C'est un problème qui n'a pas seulement une dimension économique parce qu'il il constitue l'un des droits fondamentaux qui est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme et que le concevoir autrement que comme ça, c'est déjà faire le jeu de l'idéologie capitaliste. Cette idéologie, qu'est-ce qu'elle amène comme idée? Elle amène comme idée que les prestations sociales, et ce, y compris pour les soignants, constituent des coûts et que donc, en tant que coûts, il faut impérativement les raisonner et les diminuer. Et cette réflexion concernant cette idéologie qui donc attaque les soins de santé comme étant des coûts et non pas comme étant une part de production de la valeur économique. On peut voir qu'à l'intérieur de cette idéologie, il y a vraiment une différenciation importante entre la part qui concerne les soignants et les soins de santé en tant que tels et la part qui constitue les entreprises pharmaceutiques, par exemple, où on peut voir que la part des soins de santé en tant qu'investissement de personnes diminue, alors que la part qui concerne la pharmacie augmente. Vous voyez, donc au sein de la répartition du budget de la santé, il y a un déplacement qui se fait au bénéfice des entreprises pharmaceutiques et au détriment des soignants. Alors, concernant les revendications de la santé en lutte, comme vous l'avez dit, il y a des revendications qui sont des revendications en termes de moyens, c'est-à-dire des moyens collectifs, c'est augmenter le nombre d'effectifs et pas seulement des soignants. La santé ne concerne pas que les soignants. La santé, ce sont aussi des techniciens et des techniciennes. C'est tout un système, c'est toute une chaîne de production. Et le concevoir autrement, c'est aussi rentrer dans une logique corporatiste qui nuit à la santé publique. Et donc, concernant cette chaîne, il est impératif de considérer qu'il faut une augmentation d'effectifs dans chacune des fonctions, qu'en plus de l'augmentation d'effectifs, il faut effectivement une valorisation salariale. Juste aujourd'hui, il y a eu un article sur RTL qui amenait comme médian salarial pour les infirmiers, je pense que c'était 54 ou 55 000 euros, ce qui est complètement hallucinant, qui ne correspond absolument pas aux échelles barémiques. Et donc, je pense que venir avec l'idée que les soignants seraient une sorte de corporation qui veulent défendre leur part de beefsteak au détriment des autres, c'est exactement ce qu'attend le gouvernement pour disqualifier la lutte qui est en cours, parce qu'effectivement, la lutte est en cours. Encore aujourd'hui, il y a eu des actions qui ont été menées dans les hôpitaux à Charleroi et à Bruxelles, et qu'il est impératif d'augmenter donc les moyens, c'est-à-dire le nombre de personnes, d'augmenter les moyens matériels, parce qu'il s'agit aussi, comme on a pu le voir avec la saga des masques, aussi bien en France qu'en Belgique, une question de planification et de gestion de matériel. Peut-être qu'il y a aussi à réfléchir par rapport à la logique de la sous-traitance qui existe aussi bien dans les hôpitaux publics que dans les hôpitaux privés et qui est une autre forme d'accaparement auquel on n'a pas encore fait part jusqu'ici. Et donc, il est impératif qu'on conçoive la santé comme étant un bien commun et pour lequel il faut déployer un certain nombre de moyens. Et les moyens concernent aussi bien les moyens en termes de soins de santé, comme le disait Kim DeWitt au départ, aussi en ce qui concerne la prévention, mais aussi en termes de quels sont, on peut voir par exemple que le niveau de vie, l'espérance de vie en bonne santé au-delà de 65 ans est directement corrélée au niveau socio-économique des personnes. Et donc là, on voit bien qu'il y a des indicateurs aussi sociaux et socio-économiques et qu'il ne faut pas les négliger et que prendre des mesures de santé publique, c'est aussi faire en sorte que les gens ne soient pas dans la misère, ne reportent pas des soins, parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 4 personnes sur 10 en Belgique qui reportent leurs soins de santé parce que c'est insoutenable. Et ces reports de soins de santé, effectivement, sont liés à la mise en place de ce qu'on appelle la médecine capitaliste, qui est cette médecine de tarification à l'acte, de diminution des durées d'hospitalisation en fonction de certains critères qui sont des critères uniquement, qui sont présentés plus exactement comme des critères d'efficience, comme si nous étions en train de fabriquer des boulons, en fait. Alors qu'en réalité, non, la santé, c'est bien au-delà de ça.
Et si on doit considérer l'efficience en termes de santé, on doit la considérer uniquement en termes de qualité. Et à la santé en lutte, on est convaincu que les seules habilités à donner les standards en termes de qualité de soins, ce sont les soignants. Et que, effectivement, on rejoint alors peut-être la position de Bernard Friot, si on doit réfléchir à la gestion collective de la santé, il est impératif que les soignants, mais aussi les usagers de santé, éventuellement les gens qui sont dans la recherche par rapport à la santé, une fois que celle-ci sera aussi débarrassée de l'influence de Big Pharma, et que c'est comme ça seulement qu'on va pouvoir établir et poser une politique de santé publique qui tient compte du vécu et de l'expérience et qui tient compte aussi des capacités de mobilisation qu'on peut avoir. On ne peut pas concevoir qu'aujourd'hui, on ait moins de capacités que ce que disait Bernard tout à l'heure en France. Ce sont des ouvriers essentiellement qui ont posé les bases de l'établissement de la sécurité sociale en France. Alors juste par rapport à ça, en Belgique, il y a une petite différence, c'est que la création de la Caisse de la sécurité sociale en Belgique arrive à peu près au même moment, mais elle est immédiatement paritaire. Et que, mais par contre, aujourd'hui, on connaît exactement les mêmes attaques, c'est-à-dire qu'il y a une fiscalisation massive de la sécurité sociale. Et la dernière en date qui a été relativement importante l'a été à l'occasion de la 6e réforme de l'État, où il y a une part des budgets de l'INAMI qui sont passés au niveau régional et où il y a eu aussi là-bas non seulement une augmentation avec le tax shift, donc de la fiscalisation de la part qui revient à la Sécu, mais aussi une diminution importante de la part de décision qui revient aux représentants des travailleurs, parce qu'en Belgique, les organes paritaires de sécurité sociale au niveau national, au niveau fédéral, sont tripartites, c'est-à-dire qu'il y a des représentants patronaux, des représentants salariaux, et puis après, il y a une validation de l'État. Et maintenant, dans la partie qui a été transférée au niveau de la 6e réforme de l'État, donc ça concerne pour les soins de santé, les maisons de repos, les hôpitaux psychiatriques et un certain nombre d'autres petits secteurs comme ça, là, la part de décision qui revient aux représentants des salariés est réduite à peau de chagrin, en fait, parce qu'il n'y a plus cette logique de participation à la décision. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on est dans un système où il y a une masse de la sécurité sociale qui est destinée aux soins de santé, qu'en ce qui concerne les soins pharmaceutiques, les entreprises pharmaceutiques ont droit de pouvoir participer aux négociations pour fixer les prix, ce qui amène, par exemple, que pour le même médicament avec la même molécule, selon qu'elle soit distribuée dans un pays où il n'y a pas de Sécu et dans un pays où il y a la Sécu, on peut avoir des rapports de 1 à 10, ce qui est complètement hallucinant et qui montre le poids de ces entreprises pharmaceutiques dans les prises de décision qui concernent des moyens collectifs. Donc, si je dois résumer, il y a effectivement une question d'augmentation de moyens en termes de nombre de personnes, d'augmentation de salaire aussi, parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que, donc je parlais tout à l'heure du salaire qui a été appliqué, en réalité non. Une infirmière à plusieurs années d'ancienneté se retrouve en 30 et 35 000 annuels comme base, et auxquels se surajoutent quelques primes pour toutes les modifications horaires, en fait les conditions complètement invraisemblables dans lesquelles on doit travailler. Et sans tenir compte du fait qu'il y a en Belgique, d'ailleurs comme en France, des normes d'encadrement et que ces normes d'encadrement sont très, très difficiles à maintenir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, une infirmière pourrait faire le travail d'une infirmière et demie en réalité. Donc, il y a une intensification qui est liée au fait que les normes d'encadrement ne sont pas toujours bien respectées et par ailleurs au fait qu'il y a une technicisation de plus en plus importante, ce qui fait que la charge de travail augmente. Un dernier élément, il y a aussi, et je pense que c'est aussi un outil sur lequel il faut réfléchir, il y a aussi une inflation administrative complètement invraisemblable, aussi bien dans tous les types de prestations sociales. Donc le soignant ne cesse pas de devoir justifier tout ce qu'il fait par différentes manières, à un moment donné, on a l'impression qu'on ne fait plus que ça. Pour avoir accès aussi aux soins et accès à des prestations sociales, il y a aussi une inflation administrative avec un besoin de justification permanent qui fait que, par exemple, des personnes n'obtiennent pas de remboursement parce qu'elles n'ont pas introduit les bons documents et ce genre de choses. Et donc, il y a aussi une réflexion à avoir par rapport à ça. Ça veut dire, si on veut développer des soins de santé qui soient accessibles, si on n'inclut pas aussi une réflexion par rapport à l'accessibilité physique et matérielle, de pouvoir rédiger des documents et ce genre de choses, on peut aussi passer à côté de notre objet.
sais pas si j'ai encore du temps. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps. Oui, Une dernière chose, ouais. oui. Et l'autre indicateur, je pense, qui est vraiment révélateur, c'est que donc le gouvernement et l'EMR ne cessent de dire que les investissements en santé n'ont cessé d'augmenter. Donc, je viens de vous dire qu'en réalité, c'est plutôt la part pharma qui augmente plutôt qu'autre chose. Un des éléments qui a été crucial pendant cette crise, c'est de voir qu'on ne savait pas mettre tout le monde en soins intensifs. Et que donc, ça nous a amené à sacrifier littéralement les personnes âgées dans les maisons de repos et aussi à dire qu'une personne handicapée ne serait pas prioritaire. À un moment donné, quand on en arrive à ce degré de barbarie, ça pose quand même question. Et juste comme indication, il faut savoir qu'en Belgique, on est passé d'un taux de 9 lits pour 1000 habitants à un taux de moins de 6 lits pour 1000 habitants entre 1980 et 2018. Donc ça donne quand même une idée de ce qui se passe en réalité en termes de capacité et de déploiement des outils qui nous permettent de faire face à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Merci Faiza Irache, en tout cas, pour cette intervention qui nous rappelle aussi les conséquences très, très concrètes et très directes de la sécurité sociale et de ces changements au niveau du financement. Alors, Pierre-Yves Chanu, je pense que vous raisonnez évidemment avec les revendications du collectif Santé en lutte. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec l'idée que ce n'est pas seulement un changement au niveau du budget, finalement, mais aussi un changement de logique qui doit s'opérer, notamment au niveau de ce dont Faiza parlait, au niveau des entreprises pharmaceutiques, du contrôle, de l'intensification du travail, etc. Et par ailleurs, Faiza Irache nous rappelle aussi que évidemment les centres de santé concernent tout le monde, hein, et que donc finalement, comment est-ce que l'ensemble des travailleurs peuvent se mobiliser pour eux, mais aussi pour la sécurité sociale et alors, pour aussi un peu rebondir par rapport à ce dont parlait Bernard Friot, quel rôle devraient jouer finalement les travailleurs dans une sécurité sociale durable? Est-ce que vous êtes d'accord avec aussi l'idée de gestion par les travailleurs de la sécurité sociale? Oui, alors je ne sais pas si… Bon, c'est bon, on m'entend, je fais le bruit, Oui, je ne parle pas trop fort. Oui, parfait. alors d'abord c'est compliqué, enfin c'est un peu spécial d'intervenir en dernier sur des sujets sur lesquels en plus je travaille depuis 20 ans. Alors je vais répondre à vos questions, mais j'avais aussi envie de le contextualiser. Alors d'abord, mais puis je terminerai aussi là-dessus, si la sécurité sociale française était organisée comme le propose Bernard Friot, et comme le revendique la CGT, je serai l'un des principaux dirigeants de la sécurité sociale française, parce que je suis vice-président de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est la caisse nationale qui est en charge du recouvrement des cotisations sociales, mais aussi de la CSG. Donc en fait, les 3 mois écoulés ont été quand même pour moi aussi un peu spéciaux, parce que même s'il y avait le télétravail, les conseils d'administration ont continué à se réunir, et donc j'ai au moins été un observateur en bonne position pour voir un certain nombre de choses. Alors, la première chose, on parle souvent du rôle d'amortisseur social de la sécurité sociale. Je crois que par rapport aux fondamentaux de la sécurité sociale qu'a rappelé Bernard, la sécurité sociale a d'abord joué son rôle. C'est-à-dire que le mode de fonctionnement du système a fait qu'avec une chute d'un tiers à peu près des recettes de la sécurité sociale, on a malgré tout été capable de payer les retraites, de faire face aux dépenses de l'assurance maladie, y compris les dépenses qui étaient spécifiques au coronavirus, et puis de payer les autres prestations, comme par exemple les allocations familiales. Après, face à cette crise qui est effectivement inédite, la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que les difficultés qu'a connu notre système de santé sont la conséquence des choix qui ont été faits depuis un certain nombre d'années, et en particulier depuis la crise que nous on appelle systémique de 2010, qui fait que la priorité a été, au nom de l'endettement,
au nom qu'il ne fallait pas reporter la dette sur nos enfants, une baisse des dépenses publiques et sociales qui a été d'abord une baisse des dépenses de transfert. Ce qui fait que les difficultés que connaît aujourd'hui le système de santé, c'est des difficultés dont nous avions pointé le risque qu'elles se produisent. Et ça fait des années de budget de la sécurité sociale en budget de la sécurité sociale, ce qu'on appelle la loi de financement de la sécurité sociale, qu'on avait dénoncé les suppressions de lits, qu'on avait dit qu'on n'avait pas assez de personnel, qu'on avait dit qu'il y avait un problème de rémunération, pas seulement dans l'hôpital, mais aussi dans la médecine de ville. Et je rappelle quand même que quand la crise a éclaté, ça fait 1 an que les urgences en France étaient en grève. Et un certain nombre des figures aujourd'hui de la lutte au niveau de la santé sont des médecins urgentistes. Donc je pense que c'est d'abord ce bilan-là qu'il faut tirer, ne serait-ce que parce que quand on parle du jour d'après, la première chose, c'est qu'il ne faudrait pas que ce genre de choses se reproduisent. Alors après, bon, je ne traiterai pas l'ensemble des questions. Bon, mais moi, par culture, la question du financement de la sécurité sociale est quelque chose d'extrêmement important. Alors, du point de vue des fondamentaux, on en a parlé depuis de nombreuses fois, on se connaît depuis un certain nombre d'années, Bernard Friot et moi-même. La première chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que ce financement doit reposer sur le salaire socialisé. Mais je pense que de ce point de vue-là, la première chose à laquelle on est confronté, c'est qu'on a peut-être un taux facial des cotisations qui est sans doute insuffisant, mais qui apparemment est assez élevé, et que la première caractéristique du financement depuis un certain nombre d'années, c'est l'explosion des exonérations de cotisations sociales, notamment au cours des 2 dernières années. Parce qu'on cite, il se trouve que le plafond d'emprunt de l'ACOS a été récemment augmenté à 95 milliards, ce qui paraît un chiffre très important. Mais 95 milliards, c'est exactement le montant des exonérations de cotisations sociales qu'a chiffré la Cour des comptes l'année dernière. Et le premier problème auquel on est confronté, c'est celui-là, et ça se traduit effectivement par le fait qu'on a eu un recul très important du financement par sa voie normale, c'est-à-dire les cotisations sociales, le salaire socialisé, et que quand je parle de ça, il ne s'agit pas simplement de cet impôt spécifiquement français, je pense, qui est la contribution sociale généralisée, la CSG, mais que, par exemple, aujourd'hui, le taux de cotisation patronale dans l'assurance maladie est passé de 12 à 6%, et qu'aujourd'hui, le quart du produit de la TVA sert à financer l'assurance maladie. Alors, traditionnellement, ce n'était pas nécessairement un sujet vu de loin. Quand on est confronté à une crise comme la crise actuelle et qu'on est confronté à un effondrement des recettes de TVA, ça devient tout d'un coup un sujet économique tout à fait important. Alors, je ne sais pas où j'en suis en termes de temps, je crois que j'en ai encore un peu. Moi, je pense que ce sont des éléments qui sont absolument essentiels. Enfin, avant-dernier point, notre perspective à la CGT, c'est ce qu'on appelle une sécurité sociale intégrale. Ça, c'est fondé, ça reprend des idées d'origine comme celui d'universalité et d'unité de la sécurité sociale, comme la sécurité sociale est bien une. La sécurité sociale, c'est l'ensemble des risques sociaux qu'elle a vocation à couvrir, y compris des risques nouveaux, comme pour prendre un sujet d'actualité, la perte d'autonomie. Et donc la sécurité sociale, ce n'est pas, par exemple, l'assurance maladie. Ça m'énerve toujours, quand on veut parler d'assurance maladie, on parle de la sécurité sociale. Les retraites, c'est de la sécurité sociale. Les allocations familiales, c'est de la sécurité sociale. Et je pense que cette notion devrait être élargie. Alors peut-être pas au point où le propose Bernard, mais on est d'accord, par exemple, sur l'idée que le salaire des salariés devrait être attaché à la personne et pas à l'emploi qu'il occupe. C'est ce qu'on appelle à la CGT l'idée de sécurité sociale professionnelle, que moi j'avais un jour qualifié de dépassement
conservation de la sécurité sociale. Donc, c'est une perspective qu'on travaille depuis une quinzaine d'années et sur laquelle on a essayé d'avancer. Sécurité sociale intégrale, puisque effectivement, la séparation en risque, la séparation entre base et complémentaire, y compris en matière de retraite dans le secteur privé, pose un certain nombre de questions. Et de ce point de vue-là, on est sur une perspective d'élargissement du rôle et des missions de la sécurité sociale. Enfin, le dernier point, je terminerai par ce par quoi j'avais commencé, c'est-à-dire la question de la démocratie sociale. La CGT partage tout à fait l'idée que la sécurité sociale a vocation à être gérée par les salariés et par conséquent, pour nous, la sécurité sociale, ce n'est pas le paritarisme. Quand on regarde les films sur 1968, le mai ouvrier, on voit souvent des banderoles syndicales, souvent intersyndicales d'ailleurs, sur lesquelles il y a marqué abrogation des ordonnances de 1967, et la CGT avait parlé des ordonnances scélérates de 1967. Notre vision, c'est celle de la démocratie sociale, c'est celle d'une sécurité sociale administrée par des représentants élus des salariés. Ce n'est pas le paritarisme tel qu'on le connaît depuis 1967 et dont l'un des fondateurs de la sécurité sociale, Pierre Laroque, qui était le haut fonctionnaire qui travaillait avec Ambroise Croizat, disait à la fin de sa vie que ça avait abouti à donner les clés de la sécurité sociale au CNPF. C'est pourquoi notre perspective, c'est toujours celle d'une sécurité sociale administrée par des représentants élus des salariés qui seraient au moins majoritaires, comme ça l'était à l'origine, dans les caisses de sécurité sociale, dont la manière de fonctionner devrait être profondément réformée et dont les fondateurs de la sécurité sociale considéraient que c'était une condition sine qua non pour que la sécurité sociale soit considérée comme quelque chose qui les appartenait, qui les concernait, et pas comme une administration éloignée de leurs préoccupations et assez bureaucratique. Voilà. On pourrait parler des heures sur le sujet. Il y avait aussi un autre intervenant, donc Kim De Witt, qui est juriste. Enfin, il y avait donc Kim De Witt voulait aussi intervenir sur le sujet et il ne sera pas présent ce soir, mais il a préparé une vidéo. Donc Kim De Witt est juriste et économiste, spécialiste de la question des pensions en Belgique, et il est aussi membre du Parti des travailleurs belges, le PTB. Donc je vous propose de commencer tout de suite, du coup, avec la vidéo qu'il nous a préparée. Julien, tu peux peut-être la mettre. Bon, tu me dis si vous entendez bien. Vous expliquer un peu mon point de vue sur les avantages de la sécurité sociale et comment la défendre dans le futur. Parce que je pense que cette crise Corona, elle a clairement mis en avant toute une série de caractéristiques de la sécurité sociale comme nous la connaissons ici en Belgique, qui sont pour beaucoup de gens devenus beaucoup plus clairs dans les dernières semaines. Et je pense que ça crée beaucoup d'opportunités pour la défendre dans le futur. Je veux donner l'exemple des soins de santé, qui est un des 5 secteurs de la sécurité sociale. Rappelons, il y en a 5, soins de santé, les pensions, ça c'est le plus grand, le chômage, l'incapacité de travail et les allocations familiales, qui selon certains ne font pas partie de la sécurité sociale. C'est pas comme ça dans tous les pays, mais chez nous c'est un des 5 piliers. Mais donc, au niveau des soins de santé, tout le monde a vu que, oui, sans un système de soins de santé efficace, on a des gros problèmes dans ce qui nous est arrivé. Et je voudrais juste comparer notre système avec le système aux États-Unis, qui clarifie pourquoi ça doit être public, en fait. Parce que ça, c'est un point important, une sécurité sociale efficace, publique. Dans notre vision en tout cas, mais aux États-Unis c'est très fort privatisé. D'un côté, ça fait que c'est beaucoup plus cher au niveau du PIB. Les soins de santé, ils sont autour de 14% du PIB qui va vers les soins de santé. En Belgique, c'est autour de 8%.
donc déjà beaucoup moins cher. Et deuxièmement, tout le premier pilier là-bas, ça a presque disparu. Donc, c'est des soins de santé qui sont très fort axés sur des soins de santé curatifs, on dit en fait, sur soigner les gens qui sont malades. Tandis qu'ici, on a toute notre première ligne avec soins de santé préventifs, où on évite en fait des gens à être malades. Mais c'est beaucoup moins rentable, bien sûr. Parce que s'il y a moins de malades, ça veut dire moins d'opérations, moins de business à ce niveau-là. Et donc, ça, c'est notre vision sur une sécurité sociale efficace. Ça ne doit pas rapporter de l'argent. Donc, ce n'est pas un business model. C'est une sécurité sociale qui, au niveau des soins de santé, prévient que les gens deviennent malades. Et donc, c'est notre vision. Et c'est seulement un soin de santé public qui va à fond investir dans cette première ligne, comment on appelle ça, parce qu'une soin de santé fort privatisée, oui, ils vont chercher les profits. Et donc, voilà, ça c'est pour renforcer l'idée que pour soi, ça doit être public. On peut suivre le même raisonnement pour les pensions. Les pensions publiques, ça rapporte du business, évidemment beaucoup moins par rapport aux pensions privatisées. Mais si tu vas voir maintenant, hein, on verra bien la crise économique qui va suivre la crise de santé qu'on a maintenant, des pensions privatisées avec des gros fonds privés. C'est au niveau du rendement à long terme, c'est évidemment très, très, très dangereux pour les gens. Donc aussi les pensions publiques, très important dans notre vision sur la sécurité sociale. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités maintenant pour défendre plus offensivement la sécurité sociale par rapport à il y a 3 mois, où on était aussi en Belgique dans un mouvement de privatisation de tous les secteurs, les pensions, les soins de santé, les incapacités de travail. C'est déjà très fort privatisé en fait. Les employeurs doivent prendre une assurance privée pour l'incapacité de travail. Mais c'est pas parce qu'il y a des opportunités que d'office on va obtenir des choses, parce que la sécurité sociale, dès son début, est en fait, le résultat de lutte sociale. Donc, dans la construction de la sécurité sociale, on peut en fait, bon, c'est un peu d'histoire, mais il y a 5 grandes étapes, et les 5 grandes étapes coïncident avec des grosses luttes sociales. Donc, la création des pensions en Belgique, la création du chômage, des soins de santé, chaque fois, ça allait ensemble avec une crise politique, économique et une lutte sociale. Et là, on a fait des sauts, des gros sauts. Et donc ici, il y a aussi une grosse crise, très grosse crise, la plus grosse crise au niveau économique, beaucoup de gens disent, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ça crée des opportunités. Mais ça ne va pas tomber du ciel, parce que, et ça nous ramène au financement, évidemment, un point très crucial, comment renforcer, avec quel argent. Donc, l'argent à la sécurité sociale, ça va pas venir, ça doit venir en fait du capital. C'est ça notre vision. Donc, une meilleure répartition de la richesse. Et donc, oui, en partie, donc il y a des forces dans la société qui disent oui, on doit diminuer les coûts salariaux et donc ne plus aller chercher de l'argent là-bas pour financer la sécurité sociale. C'est pas notre vision. Donc, dans la production, la richesse est créée, une partie va au salaire des gens et une partie va au salaire indirect des gens et une autre partie va au remboursement du capital et au profit. Et c'est dans cette production que nous devons défendre aussi que le salaire indirect, c'est-à-dire l'argent qui va à la sécurité sociale pour les gens, qu'elle continue à être là. Et ça, on a vu les dernières années qu'il y a des grosses coupures là-dedans. Donc, il y a un rapport de la Banque nationale qui clarifie que les dernières 20 années, les contributions pour la sécurité sociale, ça a chaque fois diminué
L'exemple le plus connu, c'est le tax shift, où le gouvernement précédent a enlevé en fait 4 milliards sur base annuelle de la sécurité sociale, donc de diminution des emplois, donc les contributions des employeurs à la sécurité sociale ont diminué avec 4 milliards avec le tax shift, mais il y a toute une série d'autres formes salariales qui font qu'on paye de moins en moins à la sécurité sociale. Les pensions complémentaires, on paye beaucoup moins à la sécurité sociale. Toute une série de contrats où on doit payer beaucoup moins à la sécurité sociale. Les avantages en nature. Et donc là, on doit vraiment réouvrir le débat. Si on veut une sécurité sociale forte, il faut que une partie de la partie du salaire indirect reste versée dans les caisses de la sécurité sociale. Ça, c'est crucial parce que sinon, toutes les théories qui viennent maintenant avec, par exemple, le revenu universel et fiscaliser la sécurité sociale, donc diminuer les coûts salariaux, enlever ça et tout fiscaliser. In fine, on va arriver que les actionnaires, ils vont augmenter leurs profits, parce que si les coûts salariaux diminuent et le profit est là, alors les actionnaires, ils vont juste augmenter leurs profits, et donc l'inégalité va juste augmenter. Donc ça, c'est une partie où on dit on doit garder ce salaire indirect, on doit le défendre, on doit être très conscient que ça a toujours été le résultat d'une lutte sociale et on doit préparer les gens à aussi se battre pour une sécurité sociale forte payée par le salaire indirect. À côté de cela, et ça c'est important, on veut aussi introduire de nouvelles taxes pour le capital. Et plus précisément, notre proposition, c'est une taxe millionnaire et qu'on veut, pendant la crise maintenant de Corona, on veut faire une taxe exceptionnelle en plus, notamment une taxe Corona sur les multimillionnaires de 5% sur les fortunes au-dessus de 3 millions d'euros. Et avec cette taxe, ça peut rapporter 15 milliards. On veut en partie refinancer la sécurité sociale comme extra pour investir dans les soins de santé par exemple, les soins de santé préventifs, la première ligne et ce genre de trucs. Voilà. Voilà, donc on remercie Kim de Witt qui n'a pas pu être présent, mais donc qui a pu contribuer au débat. Alors je propose ensuite donner la parole à Bernard Friot. Bernard Friot, je pense que vous rejoindrez Kim de Witt sur la nécessité d'une lutte pour la sécurité sociale. Est-ce que, par ailleurs, vous partagez sa proposition, son idée de proposition notamment de mettre en place une taxe sur les millionnaires? Quelles sont vos propositions par rapport à ça? Du travail, hein, il faut socialiser la valeur que nous créons dans le régime, dans le salaire socialisé, mais c'est la hausse du taux de cotisation qui importe. Hein. Et alors, la hausse du taux de cotisation, qui pourrait ne pas être supportable par un certain nombre d'entreprises, de PME par exemple, d'entreprises sous-traitantes, etc., cette hausse du taux de cotisation pourrait être accompagnée d'une suppression du coût du capital, parce que le coût du capital, c'est 15% du PIB, c'est absolument énorme. Donc là, nous pouvons supprimer les dividendes, nous pouvons ne pas rembourser les dettes d'investissement à la hauteur de la cotisation supplémentaire qu'il faudrait payer pour la sécurité sociale. Il s'agit donc non pas de taxer le capital, mais de l'assécher. C'est tout à fait autre chose. Hein. Ça, c'est vraiment décisif. Peut-être le point de désaccord ou de discussion, je ne sais même pas si c'est un point de désaccord d'ailleurs. J'ai tendance par méthode à dissocier la question de la socialisation, qui est celle que j'ai présentée, et la question de la répartition capital-travail. Quand on entend Bernard, de temps en temps, pas toujours, on a l'impression qu'augmenter la socialisation va mécaniquement diminuer la part des revenus du capital, d'accord ? Diminuer la part du profit.
Je ne suis pas sûr de ça, notamment en regardant ce qui se passe quand on compare les pays entre eux. J'ai l'impression que véritablement, il y a deux fronts, deux débats. Un débat de la répartition capital-travail, qui est un débat très structurel, qui dépend notamment de la domestication du capital, donc la régulation des marchés financiers, la régulation du marché du travail, les droits de propriété. Ça, c'est un premier débat, capital-travail. Et il y a un second débat qui est au sein des revenus du travail, quelle est la part qu'on socialise? C'est très schématique, mais pour moi, la question de la Sécu et la question du débat avec Macron notamment, c'est quelle est la part socialisée et quelle est la part revenu direct, salaire net. Alors évidemment, il y a des liens entre ces deux débats parce que quand vous avez une assurance chômage forte, ça crée un rapport de force dans la répartition capital-travail. Donc, c'est plus facile de diminuer la part du profit quand il y a une assurance chômage et des revenus socialisés. Donc, il y a un lien. Mais par contre, l'idée qu'augmenter la cotisation, ça ferait diminuer le profit, en tant qu'économiste, avec les méthodes qu'on a un peu standard, je suis moins convaincu. Et donc, pour moi, la question de la Sécu, c'est d'abord et avant tout une question de socialisation pour ce que le travail a pour lui-même. Et la question de la répartition capital-travail viendrait ensuite. Voilà pour créer la discussion. Merci, Michael Zemmour. Peut-être rapidement, Bernard Friot, vous voulez réagir ou marquer votre accord ou désaccord? Oui, je suis entièrement d'accord avec Michael Zemmour. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit lorsque j'ai proposé l'extension des sécurités sociales et la hausse du taux? C'est de remplacer le coût du capital par une cotisation supplémentaire. C'est donc bien effectivement, il faut mener en même temps. Il y a bien deux batailles, et ça, Michael Zemmour a parfaitement raison, sur le taux de socialisation du salaire d'une part et sur ce qui va au capital et ce qui va au salaire d'autre part, mais il faut les mener en même temps. Et nous pouvons augmenter massivement la socialisation de la part socialisée du salaire en menant une bataille politique qui disqualifie la légitimité des revenus capitalistes, qui sont des revenus parasitaires. Enfin, c'est nous qui produisons la valeur qui finance l'investissement. Il n'y a aucune raison que cette valeur, nous ayons à rembourser un prêteur. Enfin, ça, c'est absurde. Donc, la bataille, ça, je suis entièrement d'accord avec lui, la bataille est double. Hein. La bataille, c'est effectivement augmenter le taux de cotisation et délégitimer la part de la valeur ajoutée qui va au capital. Ça va, merci. Donc, du point de vue des fondamentaux, je partage tout à fait ce que dit Bernard. Par contre, on a un débat ancien. Merci Pierre-Yves Chanu. Effectivement, donc, à moins qu'il y ait une intervention ou une réponse peut-être brûlante à donner par les autres intervenants, je propose qu'on continue le débat avec aussi le public qui nous écoute ce soir. Julien, est-ce que tu as pu sélectionner l'une ou l'autre question à poser à nos intervenants? J'ai reçu plein de questions très intéressantes. Il y en a une qui a été posée sous plusieurs formes. Vous m'entendez bien? Ouais. Ok. Il y en a une qui a été posée sur plusieurs formes. C'est est-ce que la progression de la sécurité sociale et la résolution du problème de la dette de la Sécu qui a été contractée à l'occasion du Covid ne suppose pas une augmentation du PIB, vu que simplement c'est un partage, comme l'a très bien dit Bernard Friot, c'est un partage de la valeur ajoutée. Et donc de continuer dans une société productiviste. Et ça fait écho aussi à une remarque, il y avait eu un débat entre Bernard Friot et Jean Gadret qui était intéressant, où Bernard Friot justement parlait du doublement du PIB d'ici 2040, si je ne me trompe pas, qui permettrait de couvrir de nombreux services de sécurité sociale. Jean Gadret avait répondu que c'était un problème. Donc est-ce que forcément la sécurité sociale suppose un modèle productiviste? Est-ce que la dette contractée par la Sécu suppose ce modèle productiviste aussi? Merci. Bien, je peux déjà rectifier complètement une incompréhension de mon propos. Je n'ai jamais considéré, moi, qu'il faut que le PIB double d'ici 2040. Je me suis placé, c'est un débat qui est déjà ancien, hein, 2010, 2011, 2012, un truc comme ça, avec Jean Gadret, je me suis placé du point de vue de mes adversaires, hein, qui disent il n'y a plus assez d'actifs pour assurer les retraites, des machins comme ça.
Et j'ai dit, écoutez, ces actifs en nombre moindre, actuellement, produisent davantage qu'il y a 15 ou 20 ans, et vos projections n'annonce pas, avec les gains de productivité, n'annonce pas du tout la catastrophe que vous prétendez mettre sur la table d'un point de vue politique. Mais je ne me situais pas du tout dans ce propos-là. Moi, je suis totalement. Si je me bats pour que les travailleurs prennent la main sur l'outil de travail, c'est précisément parce qu'il faut absolument que nous sortions de la folie capitaliste. Hein. La rationalité capitaliste repose sur l'élimination du travail vivant, son remplacement, comme dit Marx, le mort qui l'emporte sur le vif. Et on le voit bien en agriculture, par exemple. Hein. Il n'y a plus d'agriculteurs, mais il y a plein de tracteurs, il y a plein de phytosanitaires, il y a plein de trucs qui tuent les insectes, les oiseaux, et qui nous empoisonnent, qui empoisonnent la terre, et etc., etc. Enfin, tout ça a été encore parfaitement montré avec les 2 derniers mois où on a revu à nouveau des poissons à Venise, etc., etc. Bon, il est évidemment fondamental que nous produisions infiniment moins, mais le tiers de la production agricole va en déchets, le tiers, hein, parce que la logique de la grande distribution impose une espèce d'abondance des étals qui fait que nous produisons le tiers un tiers de trop. Bien, en plus, ce que nous produisons est d'une qualité nutritive extrêmement médiocre. Je ne connais pas la statistique, mais enfin, il y en a une qui court qui dit qu'une pomme correctement produite, ça vaut 32 ou 34 pommes industrielles. Nous allons donc produire une seule pomme, là nous en produisons 34, sauf que pour produire une pomme correctement, il faut plus de travail que pour en produire 64 dans l'agrobusiness. Plus de travail, et donc plus de valeur. Il ne faut pas confondre, c'est là qu'il y a une confusion, et je m'étonne que Jean Cadret, économiste, la fasse. Il y a une confusion entre la richesse et la valeur. Hein. Le nombre de pommes que nous produisons, ça c'est la richesse, d'accord ? Le nombre de kilomètres d'autoroutes qu'on construit, enfin le nombre de kilomètres de voyageurs transportés par la SNCF, etc., etc., etc. Ça c'est la richesse. Nous produisons trop de richesses, globalement, d'un point de vue écologique, mais d'un point de vue anthropologique aussi. On voit bien toutes les machins obsolescence programmée, enfin tout un tas de trucs absolument inutiles qui sont produits, alors même qu'un certain nombre de besoins fondamentaux, de logement par exemple, ne sont absolument pas honorés. On l'a vu avec le confinement. Il y a des gens qui sont dans une situation de logement épouvantable. Bien. Donc, il s'agit de réduire la production de richesse, mais en augmentant la production de valeur, c'est-à-dire en augmentant le travail mobilisé. C'est le mode de productivité qu'il faut absolument changer. Nous devons en finir. Moi, je suis pour la machine, mais la machine au service des personnes, pas la machine qui détruit leur place dans la production. Je suis pour les logiciels, mais les logiciels qui nous aident à travailler, pas les logiciels qui nous empêchent de travailler. Reprenez un travailleur des guichets dans une banque ou à la SNVB, il ne peut rien faire parce qu'il est complètement ficelé par un logiciel, parce que l'usage de l'outil est un usage anti mobilisation des personnes. Donc nous allons reprendre la main sur la production, c'est en finir avec l'absurde remplacement de l'homme par la machine que nous connaissons à un niveau qui n'est pas du tout nécessaire pour que nous soyons libérés des travaux pénibles. Ça, oui, il faut que la machine le fasse, mais nous pouvons réinvestir bien davantage dans le travail vivant et ça va augmenter la valeur économique, parce que le travail, c'est la source de la vie. Donc le PIB va augmenter, mais la pression sur la nature va diminuer puisque nous allons produire moins.
hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Je suis vraiment pour la réduction de la production, de richesse, mais ça ne veut pas dire du tout réduction de la production de valeur. C'est une confusion là qu'il faut absolument dépasser. Merci Bernard. Il y avait Faiza qui voulait réagir par rapport à ça. Je te laisse la parole. Moi, je pense qu'on peut refaire un petit détour par la crise qu'on vient de traverser pour bien faire une illustration concrète de cette différence entre la production en termes de travail et de sa reconnaissance économique. Les métiers de santé n'ont pas commencé à exister avec la sécurité sociale. Au XIXe siècle et avant, l'essentiel des soins était produit par des religieuses et c'était à la grâce de Dieu qu'elles étaient nourries et logées, mais à aucun moment il y avait une reconnaissance de leur production comme valeur économique. Ce qui a établi la sécurité sociale, à mon sens, c'est qu'en reconnaissant un salaire et un salaire socialisé aux personnes qui exercent le soin, il y a une forme de reconnaissance que les soins de santé constituent une part de la production de valeur économique. Alors pourquoi est-ce que j'aimerais bien faire un petit détour par le Covid? Là, ça va être ma minute féministe et même antiraciste. Parce que ce qu'on a vu en fait avec le confinement total, c'est deux choses. D'une part, qu'il y avait des métiers qui étaient absolument essentiels et vitaux, et que ces métiers essentiels et vitaux sont d'une part produits essentiellement par des femmes et ou par des personnes racisées, et d'autre part sont extrêmement mal payés ou gratuits. On a carrément fait appel aux couturières gratuitement pour que les gens aient des masques. Voilà, on en est là. Donc on est en train de constater que ce qui est essentiel à l'existence même de la société est très dévalorisé socialement et est aussi dévalorisé socialement et économiquement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et que par ailleurs, le confinement, qu'est-ce qu'il a eu pour effet aussi? C'est que les productions qui étaient censées être non essentielles ont été suspendues. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des dauphins à Venise, on a vu réapparaître la nature, on a vu que le taux de pollution diminuait, et qu'à un moment donné, ça donne quand même une idée de la pathologie majeure dans laquelle on est, qui est que la société aujourd'hui donne une grande valeur économique à des choses qui sont toxiques et qui détruisent et la planète et l'humain, et ne reconnaît absolument aucune valeur à des choses qui sont pourtant essentielles. Et donc, quand on parle de productivité et de production, plutôt que de dire il faut absolument diminuer le PIB, moi je serais plutôt pour qu'on dise j'ai ni envie de l'augmenter ni de le diminuer, ce n'est pas la question, c'est plutôt que le PIB soit orienté et constitué essentiellement d'activités qui sont des activités qui amènent une plus-value sociale et écologique et qui ne sont pas des activités qui sont des activités destructrices. Et je pense que si aujourd'hui on attribuait un salaire correct à ces productions essentielles et qu'on n'attribuait pas le même salaire que celui qu'on attribue aux traders aujourd'hui pour pouvoir produire des choses dégueulasses dans des conditions atroces et en licenciant plein de personnes, peut-être qu'on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Merci, Faiza. On peut peut-être encore prendre une ou l'autre question, Julien? C'était une question justement dirigée à Faiza. Est-ce qu'on peut imaginer que le développement d'une compétence de santé de la part de l'Union européenne, et en tout cas, est-ce que les réponses apportées par l'Union européenne vont dans ce sens-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait solliciter pour cette crise-là et les crises à venir? Alors, à ma connaissance, les compétences, là, ça dépasse certainement, mais bon, de ce que j'en sais en tout cas, les compétences européennes en matière de santé sont vraiment limitées. Ça n'a pas empêché la Commission européenne de faire plusieurs fois des recommandations aux pays pour diminuer les dépenses en santé. Et aussi bien la France que la Belgique a répondu très largement à ces invitations multiples de la Commission européenne. Jusque maintenant, le seul rôle qu'on pourrait attribuer à la Commission européenne et à l'Union européenne, ça a été d'inviter lourdement à diminuer les dépenses en santé et à nous mettre dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Il y a peut-être une autre chose aujourd'hui qui vaut la peine d'être relevée aussi, c'est que la seule réponse collective européenne qu'il y ait eu par rapport à la gestion des masques,
à ma connaissance, à la gestion de la crise Covid, pardon, c'est justement une commande européenne de masques, une commande globale qui a eu lieu, pour laquelle on a extrêmement peu d'informations et qui peut-être est à mettre en corrélation et en questionnement par rapport à la foire complète qu'on a connue aussi bien en France qu'en Belgique, avec des stocks qui ont été détruits, avec des masques qui sont arrivés qui n'étaient pas conformes, avec toute une série de choses complètement invraisemblables. Et donc, il y a peut-être à un moment donné à se dire, plutôt que l'Europe organise et facilite des mises en production locales rapides et efficaces qu'on aurait pu très bien faire. D'ailleurs, je pense qu'en France, il y a un projet comme ça du côté de la Bretagne, si je ne me trompe pas, une coopérative qui tente de se lancer et qui, dans le même temps, est soumise à la prédation de gens qui ont envie de faire du profit dessus. Donc, je crois qu'il y a vraiment un enjeu important par rapport à ça. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de la Commission européenne? C'est peut-être justement qu'elle sorte de cette logique de marché. La Commission européenne, tout ce qu'elle a pu amener par rapport à la gestion de la santé publique, c'est une logique de marché. Aussi bien dans ce que je disais, c'est-à-dire il faut diminuer des dépenses, que dans l'organisation d'une réponse rapide, où ici on est face à un mastodonte qui va faire arriver les masques l'année prochaine, alors que c'est maintenant dont on en aurait eu besoin. Merci Faiza. Il nous reste encore 10 minutes, on peut peut-être encore prendre une ou l'autre question, peut-être pour Michael Zemmour et Pierre-Yves Chanu. Justement, il y avait une question qui était très intéressante aussi, c'est disons, si c'est contre nature, entre guillemets, de fiscaliser la sécurité sociale, par quoi pourrait passer, comment pourrait être financée en fait une sécurité sociale européenne? À quoi ça pourrait, est-ce que c'est quelque chose de souhaitable déjà? Et comment ça pourrait fonctionner, vu que pour l'instant, en tout cas, l'Union européenne ne peut utiliser que ce levier pour lever des fonds. Bon, là, il y a eu le cas de l'emprunt par rapport au coronavirus, mais on reste sur l'idée de fiscalisation. Merci. Oui, oui peut-être. Je ne sais pas si ça fait partie des fonctions de l'Union européenne que de financer la sécurité sociale. La sécurité sociale s'est construite dans un cadre national sur la base de l'histoire sociale qui sont aussi nationales, et ce n'est pas nécessairement souhaitable d'être dans un cadre différent. Par contre, il faut rechercher une harmonisation par le haut, et il y a un certain nombre de sujets qui sont discutés dans le syndicalisme européen. Bon, par exemple, l'idée d'un revenu minimum européen, voire l'idée d'un salaire minimum européen, bon, ce qui n'est pas totalement consensuel, c'est le moins qu'on puisse dire, entre les organisations syndicales européennes. Mais, je pense qu'il est souhaitable que le rôle de l'Union européenne, ça soit d'œuvrer à une convergence par le haut, mais ça ne pourra pas être une unification de l'ensemble des systèmes. Et alors, de ce point de vue-là, par ailleurs, le bilan de l'Union européenne en matière de protection sociale est particulièrement désastreux, puisque l'apport principal, par exemple en matière de retraite, l'apport principal de la Commission européenne a été de dire qu'il fallait que non seulement il fallait que les comptes publics soient équilibrés, mais qu'il ne fallait pas qu'on dépense trop pour les systèmes de protection sociale et en particulier en matière de retraite. Et alors moi, ça fait pas mal d'années que je travaille sur le dossier des retraites. Quand par exemple, on regarde le document annuel qui s'appelle Préconisation par pays, sur les pays, sur les 28, si on s'amuse à faire le compte, sur les 28 préconisations, il y en aura environ les 3/4 qui diront qu'il faut reculer l'âge de la retraite et il faut que l'âge de la retraite soit fonction de l'espérance de vie à la retraite, et par ailleurs, il faut renforcer les systèmes privés par capitalisation. Donc moi, je pense que bon, on peut discuter de l'apport ou pas de l'Union européenne, mais moi, je ne compte pas sur l'Union européenne pour garantir un haut niveau de protection sociale.
Merci beaucoup pour votre réponse. J'avais aussi une question que j'ai reçue pour Michael Zemmour. Est-ce qu'on pourrait imaginer une monétisation? Est-ce que ce serait pertinent de monétiser les dépenses de la sécurité sociale, au moins le temps du Covid, pour assurer justement pour assurer sa solvabilité et faire en sorte qu'elle puisse pleinement jouer son rôle d'amortisseur? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas besoin. En gros, il y a un rôle d'intervention macroéconomique complètement exceptionnel qui est celui de l'État et qui est celui de l'État dans tous les pays. Et la dette de l'État, elle pourra être gérée de différentes manières, monétisée, un peu euthanasiée en perdant de sa valeur s'il y a de l'inflation. Enfin, il peut y avoir différentes façons de le gérer. La Sécu, c'est autre chose, c'est plutôt une opération de répartition. Et donc, les dettes qui sont nées à la Sécu, il y en a quand même une grosse partie qui sont une utilisation par l'État de la Sécu parce qu'il n'avait rien d'autre sous la main. Ce n'est pas tellement la Sécu, mais donc c'est la partie dont parlait Pierre-Yves Chanu, c'est-à-dire plutôt que de donner des aides aux entreprises, il a, par le passé et encore pendant la crise qu'on a vécue, annulé plein de cotisations. Mais en fait, c'est simplement des aides de l'État. Le vecteur qu'il a utilisé, c'est des annulations de cotisations. De la même manière, le chômage partiel n'a pas grand-chose à voir avec l'UNEDIC. En réalité, l'État a payé les salaires à la place des entreprises. Il s'est servi de l'UNEDIC parce que c'est une technologie existante. Et donc, la dette qui est en train de naître à court terme, il serait plus logique de la stocker dans le compte de l'État où elle pourrait être monétisée, repayée, etc., de différentes manières. La question des déséquilibres de la Sécu, elle est plutôt devant nous, c'est le déséquilibre entre les recettes et les dépenses. Et là-dessus, la réponse, c'est plutôt une réponse du type quelle est la part de notre revenu, quelle est la part de notre production qu'on est prêt à socialiser. Donc, c'est plutôt la question du taux de cotisation. Puis, puisque j'ai la parole là-dessus, l'Union européenne, je pense que c'est clairement pas une solution. Si l'Union européenne a quelque chose à faire, c'est de contribuer à redomestiquer le capital. C'est-à-dire que le grand sujet en lien entre l'Union européenne et la protection sociale, c'est la dérégulation complète du marché des capitaux et l'impossibilité finalement de taxer le capital, pas simplement pour en tirer des ressources, mais pour l'obliger à loger la valeur là où elle est, pour éviter l'évasion fiscale massive. Et donc, si l'Union européenne a quelque chose à faire, c'est de ce côté-là. Et par contre, en termes de taille de budget, les budgets qui sont ceux de la sécurité sociale dans chaque pays n'ont rien à voir avec les budgets de l'Union européenne. Et il n'y a pas de pays, à ma connaissance, où la protection sociale se fait au-delà du cadre où se fait la politique nationale. Merci, Michael. Alors, peut-être il nous reste 4 minutes, donc c'est le moment de passer à la conclusion. Je vous propose de peut-être chacun prendre 1 minute pour nous donner un peu ce que vous retenez de ce débat et ce qui est important pour vous à retenir par rapport à la sécurité sociale. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commencer. Oui, Bernard Friot. Okay. Je veux bien dire en quoi je suis monomaniaque. La socialisation du salaire doit être gérée par les seuls travailleurs. Ni l'État, ni les patrons. Seuls les travailleurs. Mais cette mobilisation sur la gestion du salaire socialisé doit être cohérente aussi avec une mobilisation sur la souveraineté sur le travail dans les entreprises. La crise du Covid montre très bien l'impasse sanitaire, écologique, etc., dans lequel le capitalisme nous met. Or, nous sommes encore trop à accepter de travailler contre notre éthique, contre nos convictions. Nous sommes encore trop à accepter de produire de la merde pour le capital parce que nous ne sommes pas décidés collectivement, et là c'est un nouveau front syndical à mon avis décisif, nous ne sommes pas collectivement décidés à travailler comme nous l'entendons, à envoyer au plot des directions, y compris dans les services publics, mais également dans les entreprises, qui sont des directions totalement serviles, totalement acquises aux intérêts du capital. Nous devons devenir souverains sur notre travail concret, retrouver le bonheur de travailler. Merci Bernard Friot. Alors, quelqu'un d'autre? Pierre-Yves Chanu, vous avez
peut-être une conclusion à nous donner. Très rapidement, alors, je ne sais pas si… oui, mon micro est branché. Ouais. Bon, moi, je pense que s'il y avait quelque chose à retenir de ce débat, c'est ce que j'avais appelé dans un article il y a quelques années, la modernité de la sécurité sociale. Je pense que la sécurité sociale doit avoir un rôle central que dans des sociétés démocratiques. Bon, moi, il y avait un livre que j'avais bien apprécié qui s'appelle La sécurité sociale d'une institution de la démocratie. Je pense que c'est important que la sécurité sociale soit au cœur de notre modèle de société. C'est ce qu'on a essayé de réfléchir avec l'idée de sécurité sociale professionnelle. Et de ce point de vue-là, c'est un enjeu politique. Et moi, je partage tout à fait ce qu'a dit à l'instant Michael Zemmour de ce point de vue-là. C'est qu'en particulier, il faut partir de ce qu'on estime nécessaire de socialiser dans le fonctionnement de l'économie, et il faut dégager les ressources dont on a besoin pour réaliser ces objectifs sociaux, et pas le contraire, comme veut le faire le capitalisme. Merci Pierre-Yves Chanu. Michael Zemmour, peut-être on a une conclusion? Conclusion, non. Pour revenir sur la question de la croissance, parce que c'est une question qui nous est souvent posée, moi, je n'ai pas de conviction ni sur le retour de la croissance, ni sur le fait qu'il soit souhaitable ou qu'il ne le soit pas. Simplement, la croissance, elle a permis de résoudre des problèmes politiques au cours des 30 dernières années. C'est qu'elle permettait, en gros, d'en donner un peu à tout le monde. Elle permettait au profit de croître, au salaire net de croître et à la socialisation de croître en même temps. Et ça permettait des formes de compromis sociaux, en gros. Ce qu'on a devant nous, sans doute pour des raisons écologiques et aussi pour des raisons économiques de manière accélérée, c'est une période sans croissance. Alors, on l'a un peu vécu de 2008 à 2018, mais on la vit encore plus aujourd'hui et on risque de la vivre dans les 15 ou 20 prochaines années. Et dans ces conditions-là, ça ne rend rien impossible en termes de sécurité sociale. C'est toujours la même question, quels parents socialisent, qu'est-ce qu'on produit? Par contre, ça peut augmenter très fortement les tensions distributives, parce qu'il n'y a aucune raison que le profit ne cherche pas à se refaire, que les salariés, en termes de salaire net, ne cherchent pas à se refaire. Et du coup, il se pourrait que la Sécu soit la partie faible de cette opération-là. Donc, en gros, on a devant nous probablement une montée de la tension. Et par contre, politiquement, du côté Sécu, il est possible aussi que ces besoins sociaux, on les reconsidère différemment, on revoit toutes leurs valeurs et que peut-être on soit prêt à socialiser davantage, quitte à, en moyenne, avoir moins de revenus. Alors, ça ne veut pas dire baisser les salaires, mais ça peut vouloir dire une échelle de salaire plus écrasée et plus de socialisation. En tout cas, on a des tensions politiques et sociales probablement devant nous. Merci, Michael Zemmour. Et du coup, je te propose, Faiza Irach, de donner le mot de la fin. Alors. Très pragmatique. Je pense qu'effectivement, il y a ces tensions-là qui sont très, très perceptibles. Par exemple, les personnes qui ont le plus vécu, de la façon la plus violente, la crise Covid, ce sont ce qu'on appelle les petits indépendants, qui sont retrouvés à la soupe populaire, pour ne pas le dire autrement, et qui, tout à coup, là, se sont dit que la socialisation pouvait avoir un certain intérêt immédiat. Et donc, je crois que ce n'est pas toujours au détriment de la… En tout cas, il y a une perception aujourd'hui, y compris chez ces petits indépendants qui avaient le discours un peu macroniste du self-made man, etc., qu'en réalité, s'il n'y a pas de socialisation, c'est la catastrophe absolue au Madraléa. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose aussi qui me paraît vraiment importante à rappeler, c'est qu'effectivement, la part de la sécurité sociale correspond à cette répartition entre le salaire, en fait, pas la part salariale, en tout cas, de la répartition capital-travail, ça, je l'entends bien. Et que peut-être qu'il y a à réfléchir sur quelles sont les formes de déconnexion qu'on pourrait amener à ça. Je m'explique. Aujourd'hui, la part de cotisation sociale est basée sur le taux salaire, sur les salaires, d'accord? Et l'essentiel du travail patronal a été d'augmenter ce qu'on appelle les avantages extralégaux au détriment du salaire. Et donc, peut-être qu'une des premières choses qu'on pourrait faire, c'est de
suspendre les possibilités d'avantages extralégaux ou en tout cas de les soumettre à la même part de cotisation sociale que ce que n'est le salaire. Je pense que si c'est le cas, plus personne ne voudra d'une grosse bagnole parce que ça va quand même être tout à fait autre chose. Et je pense qu'effectivement, en plus, il y aura des effets écologiques. Bon, je reviens sur les propositions. Donc, plutôt que de réfléchir par rapport à cette répartition, on pourrait dans l'immédiat cesser de reconnaître les avantages extralégaux et de n'attribuer qu'une forme, c'est-à-dire la forme salariale sur laquelle il y a des cotisations. De rétablir les taux de cotisation. En Belgique, on est passé de 33% à un taux effectif de 25%. Et l'idée ici, pour répondre à la crise Covid, c'est de geler les cotisations sociales. Moi, je serais plutôt à rejoindre l'avis de Bernard Friot, dire on ne touche pas aux cotisations sociales et on gèle les remboursements. On gèle, plutôt que dire on prête 1 milliard d'euros aux hôpitaux, on ne prête pas, on subventionne directement et on récupère cet argent-là en ne remboursant pas, par exemple, une part des dettes publiques. Enfin, je ne sais pas très bien, je ne m'y connais pas, mais en tout cas, je pense que plutôt que d'attaquer sur la part cotisation, attaquons sur la part endettement et voir, je préfère me mettre en défaut de paiement par rapport à la dette plutôt que de laisser des gens sans rien, quoi. Donc, je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Et aussi peut-être de réfléchir, plutôt que d'attacher les cotisations sociales au salaire, de l'attacher immédiatement au PIB. Je ne sais pas, voilà, c'est comme ça, peut-être qu'elle ne vaut pas grand-chose. Je pense que peut-être qu'on pourrait diminuer en tout cas cette tension, en tout cas la rendre plus favorable aux commodes et mortels. Merci Faiza. Et merci à vous quatre du coup pour cette discussion très intéressante. On a eu des très riches débats ce soir. Merci à toutes les personnes, tous les spectateurs qui ont participé et qui ont donné leurs questions. Vous pouvez toujours continuer à débattre après dans les commentaires et ailleurs. Et voilà, c'est la fin de ce live. N'oubliez pas aussi de rester attentif à nos pages Facebook, donc de Rethinking Economics, Exploring Economics, et de l'Institut Veblen pour voir les 2 prochains cycles, les 2 prochaines conférences débats qu'on organise dans les prochaines semaines. Et voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci.